franceinter.fr. On n'arrête pas l'écho. On n'arrête pas l'écho. Marion Lourd. Tu veux dire qu'il n'y aura pas de punition ? Non. Je ne suis pas descendu pour te faire du mal. Alors c'est superbe, je m'en fous. Pas de punition pour les multinationales qui transigent avec la sécurité chez leurs sous-traitants. C'est non, le Conseil constitutionnel a partiellement censuré la loi Rana Plaza, du nom de cet immeuble effondré au Bangladesh et qui a fait plus de 1000 morts. Des salariés y fabriquaient des vêtements pour des géants mondiaux du textile. D'où cette loi, mais les sages français repoussent toute amende sonnante et trébuchante. Les termes de la loi seraient trop vagues. Vigilance raisonnable, droits humains. Bref, si une entreprise ne met pas en place le plan de prévention, le juge pourra enjoindre, mettre en demeure et c'est tout. On se contenterait donc d'une forme de name and shame. Eh ben, qu'est-ce qui vous prend ? Je crois que j'ai honte. Name and shame, désigner et couvrir de honte, technique de plus en plus répandue pour lutter contre les mauvaises pratiques. Souvent, le name and shame, ça marche par la force de l'opinion, mais tout de même, cela pose question. D'abord, la technique fonctionne si les consommateurs ont des exigences citoyennes. Est-ce toujours le cas ? C'est une interrogation. Et les entreprises sont-elles égales face au name and shame ? On peut craindre que les plus fortunés répliquent à grands coups de communication. Et c'est là la dernière question. Le name and shame ne risque-t-il pas de faire gonfler les moyens et équipes de communication des multinationales au détriment d'autres services? Selon une étude publiée cette semaine, les entreprises françaises dépensent déjà plus en communication qu'en recherche et développement. Qu'est-ce que vous insinuez ? C'est comme ça que vous voyez la communication ? Hein ? Oui ou non ? On n'arrête pas l'écho sur France Inter. Et c'est parti pour une émission spéciale présidentielle. Merci à François Audouin qui réalise l'émission. Merci à Jérémy Younes, attaché de production, et à Juliette Delperroux à la technique. Émission spéciale, mais encore quelques rendez-vous habituels. Votre reportage à 10h moins le quart. Le revenu universel dans le débat de la présidentielle. En Gironde, on ne fait pas que parler, on teste. Anna Le Cerf est allée y promener son micro. Vous retrouverez aussi vos conseils vie au boulot avec Sandrine Foulon. Bonjour Sandrine. Bonjour Marion. Question de Christophe ce matin. Oui, c'est une question sur l'annualisation du temps de travail. Si on ne travaille pas suffisamment, doit-on travailler plus l'année suivante ? Réponse à la fin de l'émission, mais Sandrine Foulon, vous restez avec nous pour passer au crible le programme économique et social de Marine Le Pen, car nous sommes avec l'un des auteurs de ce programme, député européen Front National, économiste. Bernard Monod est avec nous, bonjour. Bonjour. Face à vous, nos débatteurs, Emmanuel Le Chypre de BFM Business. Bonjour. Et Christian Chavagneux d'Alternatives économiques. Bonjour à tous. Bonjour à tous les deux. France Inter, on n'arrête pas l'écho. Présidentielle 2017, le programme économique des candidats. Et première page de cette émission spéciale présidentielle, la page actualité. Alors ici, vous avez une agence bancaire qui va fermer dans l'année, une de plus. Dans tous les groupes bancaires, c'est l'hémorragie. 200 suppressions d'agences annoncées pour la BNP, 240 pour le Crédit Lyonnais, 400 pour la Banque Populaire Caisse d'Épargne, 400 également pour la Société Générale. Malgré les milliards d'euros de bénéfices, les banques françaises veulent encore accroître ces bénéfices. Donc pour ce faire, elles vont supprimer des emplois, supprimer des agences, vendre ces agences afin d'augmenter encore et encore leurs bénéfices. Le déficit qui a été publié ce matin par l'INSEE confirme que comme chaque année depuis notre arrivée aux responsabilités, le déficit public aura été réduit. La France respecte scrupuleusement ses engagements européens puisque le déficit de 2016 atteint la cible 3,4%, qui était à la fois la recommandation faite par la Commission et le document adopté par le Conseil des chefs d'État et de gouvernement de la zone euro. Bernard Monod, on vient d'entendre le ministre des Finances, Michel Sapin. Le déficit français en 2016, c'est donc 3,4% du PIB. Il diminue doucement et même moins que prévu. La dette, elle, continue de grimper à plus de 2000 milliards d'euros. Alors le FN, lui, il veut renationaliser la dette. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et surtout, ça changerait quoi ? 2200 milliards d'euros exactement fin 2016, début 2017. C'est les Français doivent le savoir, ils ont chacun sur leur tête 34 000 euros de dette publique à rembourser, cumulés depuis 45 ans, c'est-à-dire 1974. Oui, ils essayent de se défendre comme ils peuvent. Ils sont surtout soumis à l'Union européenne, à la Commission européenne, qui, bien entendu, place le curseur relativement bas. Le problème, c'est que dans le modèle
économique ultralibéral et mondialiste voulu par l'Union européenne, la dette continuera à progresser et voire à exploser. Ma question c'est, qu'est-ce que ça changerait de renationaliser la dette française? Aujourd'hui, elle est détenue à 2/3 par des détenteurs étrangers. Voilà, alors on veut pas nationaliser, on veut franciser la dette, un petit peu comme le Japon. Marine Le Pen disait renationaliser dans un de ses discours. Voilà, bon, c'est surtout que les Français possèdent leur propre dette, qui soient les créanciers, non pas des non-résidents ou des investisseurs internationaux, et pour être à peu près comme le Japon, qui a environ 95% de sa dette publique qui est possédée par le Japon, ce qui fait qu'ils sont chez eux. C'est une dette domestique qui permet d'être indépendant. Mais on par connaissait rapport que au c'est pas marché très financier. vertueux, c'est-à-dire que vous avez de la dépense Emmanuel publique qui est financée par l'épargne locale, mais est-ce que c'est vraiment le signe d'une plus grande efficacité économique? Efficacité économique, non, mais c'est quand même avoir les mains, les leviers pour pouvoir agir sur le surendettement, réduire le surendettement. Je vous signale que le Front National est le seul parti à avoir mis en place. Je comprends pas comment ça marche. En quoi est-ce que ça permet de réduire la dette, de la renationaliser? Déjà, être indépendant par rapport au marché financier, ça c'est une grande liberté que nous devons récupérer. En France, c'est aussi des banques et des assureurs qui détiennent la dette. Oui, pas des justement, mais si elles sont françaises, vous avez déjà cette liberté d'agir par rapport à un État stratège qui pourrait être actif et pouvoir soutenir l'activité économique et travailler sur la réduction de la dette et des déficits publics. Par l'intermédiaire des banques, c'est-à-dire qu'on demanderait aux banques d'agir de telle ou telle façon. Absolument. Avec la dette française. Oui, avec une supervision d'un État stratège vis-à-vis d'un système bancaire français, on pourrait effectivement lui demander de récupérer un petit peu de dette publique. On est aujourd'hui à 2% des dépôts. Dans les années 70, on était à presque 25%. On pourrait très bien, on a une marge de manœuvre très importante qui fait que les banques françaises pourraient reprendre un petit peu de dette française. Ce que fait déjà la Banque Centrale Européenne aujourd'hui. Non, c'est tout à fait différent. La Banque Centrale, elle injecte des liquidités pour sauver justement le système bancaire qui est insolvable dans toute la zone européenne, que ce soit en Italie où les banques sont littéralement en faillite, et y compris en Allemagne où la Deutsche Bank aujourd'hui est une situation extrêmement critique sur les marchés. Mais donc, vous dites aujourd'hui que vous allez dire aux banques, faites ceci ou cela avec la dette française, vous allez leur donner des ordres en tant qu'État stratège. On va travailler en partenariat entre l'État et puis le réseau, le système bancaire français pour pouvoir justement résoudre cette problématique de la dette publique et réduire, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si on continue dans ce modèle économique ultralibéral et mondialiste voulu notamment par la Commission européenne, l'Union européenne, eh bien la dette passera à 2300, 2400, 2500 et qui va continuer à grossir, et ce sont les Français ça va se traduire, si vous voulez, par plus d'impôts, plus de charges sociales pour les entreprises, etc., etc. Alors, dans les derniers chiffres, elle avait diminué la dette française. Si vous voulez la nationaliser... Non, la dette française n'a jamais diminué, elle ne fait que progresser. Elle a progressé là, au trimestre précédent. C'est le déficit qui a un petit peu réduit. Oui. Si vous voulez nationaliser la dette française, pourquoi est-ce que vous rencontrez en ce moment des fonds américains, notamment BlackRock, par exemple ? Ça n'a rien à voir, si vous voulez. Ils font leur travail, ils viennent nous rencontrer notamment depuis le Brexit, depuis le mois de juillet. Moi-même déjà, je faisais ce travail de rencontre des investisseurs internationaux pour expliquer précisément ce que nous voulons faire et les rassurer quelque part, parce qu'il n'est pas question de casser la baraque. Au contraire, il est question de travailler en concertation avec les marchés, avec les institutions, etc., pour proposer une alternative qui puisse permettre à la France de se redresser. L'alternative, notamment sur l'euro, ce serait de passer à un euro monnaie commune. On en reparlera tout à l'heure. Mais si vous voulez, on rencontre donc ces investisseurs internationaux parce qu'ils ont besoin d'évaluer le potentiel risque sur la France, sur la zone euro, et savoir les conséquences. Donc on dialogue avec eux pour leur expliquer précisément techniquement notre position économique. Mais s'ils n'ont plus accès à la dette française, quel est leur intérêt, quelle est leur crainte? Déjà, leur dire que la France, avec Marine Le Pen, sera un État de droit et elle reconnaîtra la signature de la dette et elle sera remboursée, mais nous allons renégocier avec eux. Ce sera remboursé en francs, nouveaux francs français, et on va leur rembourser le capital et les intérêts, mais avec nos moyens d'agir, en évitant surtout pour les Français un saccage social. Autre actualité cette semaine, la diminution du nombre d'agences bancaires annoncée par la BNP. Donc c'est 10% de ces agences d'ici 2020, mais on a vu que c'était la suite d'une longue série d'annonces de fermeture d'agences. Quelle est la réponse du FN face à cette ubérisation, si j'ose dire, du secteur bancaire? J'ai cherché un peu dans votre programme, j'ai pas vu beaucoup de choses sur l'ubérisation. Eh bien, écoutez, c'est exactement ce que l'on annonce, nous, depuis 2008, puisque je vous rappelle au passage que le Front National, en 2008, a été le seul parti politique à annoncer la crise de 2008 3 mois avant.
Justement, c'était la crise bancaire mondiale. Et si vous voulez, c'est la suite logique de... Alors, ils ont été renfloués en 2008 à grand renfort, justement, de surendettement à l'époque de la présidence de Sarkozy. Mais les banques européennes et françaises ne sont jamais sorties de la crise. Ils ont caché leurs pertes hors bilan. Ils ont nettoyé leur bilan pour faire propre et pouvoir continuer à valoriser leur niveau, leur cours et leurs actions. Mais on n'a jamais résolu cette crise de fonds financière, bancaire, monétaire. Mais face au numérique, pardon. Européenne et française. Les banques françaises sont fragiles aujourd'hui, vous dites. Elles sont moins fragiles que l'Allemagne, que l'Italie, etc. Elles sont encore relativement plus solides parce que quelque part elles ont bien fonctionné. Mais il faut savoir que dans leur bilan, elles ont des dettes souveraines, notamment celle de l'Italie, qui menacent. Elles sont très exposées donc au risque de l'Italie, qui est le maillon faible de la zone euro, et qui le jour où l'Italie tombera, eh bien emportera probablement le système bancaire européen et bien entendu français. Là, c'est la question du numérique. Face au numérique, on a moins besoin d'agences bancaires. Donc, quelle est votre réponse à vous concrètement ? C'est numérique. Nous sommes dans le réel. Voilà. Face à des candidats qui font des hologrammes, nous sommes non pas dans le virtuel, non pas dans l'économie 100% numérique, mais dans l'économie réelle. C'est pour ça que nous voulons d'ailleurs financer cette économie via la Banque de France, par l'intermédiaire des banques du système de réseau français. Donc on continue à fermer des agences et garder des agences. Moi, je pense que c'est une hérésie parce que ça va participer à la désertification économique, notamment pour les PMI, pour les ménages, et c'est extrêmement mauvais. C'est un mauvais signe, bien entendu, pour l'économie française. Donc là, vous allez faire pression également sur les banques. Le secteur bancaire et des compagnies d'assurance aussi sont en situation de sinistre. Suite de notre émission spéciale avec le programme du Front National présenté par Bernard Monod. On n'arrête pas l'écho. Spécial présidentiel. Les programmes économiques sur le grill. Et donc on passe au crible, le programme de Marine Le Pen avec tous nos débatteurs et nos chroniqueurs. En ce 60e anniversaire du traité de Rome, on commence avec une question de Christian Chavagneux sur votre volonté, justement, on en parlait tout à l'heure, de sortir de l'euro. Voilà, donc bien évidemment, c'est l'une des propositions phares de votre programme, sortie de l'euro. On en attend en partie le fait que le nouveau franc se dévaluerait et donc ça redonnerait de la compétitivité aux exportations françaises qui permet un peu de soutenir la croissance, de faire rentrer des recettes fiscales et donc contribuer à équilibrer le budget. On a une étude qui est sortie cette semaine qui nous dit si on retourne au franc, il y a de grandes chances que la zone euro explose complètement. Le franc va dévaluer effectivement par rapport au Deutsche Mark et à quelques petits pays. Par contre, sur les 15 grands pays de la zone euro, le franc va avoir plutôt tendance à se réévaluer. Donc là, on gagne pas en compétitivité du tout. Nos importations sont plus chères, ça c'est sûr. Par contre, 55% de nos exportations deviennent plus chères. Alors, comment vous réagissez à ça ? Bon, ce qu'il faut déjà bien comprendre, c'est que depuis près de 4 ans, l'euro par rapport au dollar s'est déprécié d'environ 25%. D'abord, il s'est rien passé pour les Français. Leur épargne a été conservée, puisqu'elle est en euros, a été conservée au même niveau. Donc, il n'y a pas d'impact, si vous voulez, par rapport à ça. Nous, ce que voulons faire, c'est bien entendu, comme vous l'avez compris, passer à notre monnaie nationale, comme le Royaume-Uni. Je vous signale que le Royaume-Uni est dans l'Union européenne et ils ont conservé leur livre sterling depuis les années 70. Et donc, nous voudrions être dans la même situation pour pouvoir agir et de se réarmer dans la compétition mondiale. Je vous signale que toutes les grandes puissances économiques devant nous, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la Chine, ont toutes leur monnaie nationale. 180 pays dans le monde ont leur monnaie nationale. Et il y a un lien de cause à effet entre le fait d'être une grande puissance et d'avoir une monnaie d'après. Absolument, bien entendu. Parce que regardez le dollar, on le voit bien, ils utilisent ça sous forme de dévaluation compétitive. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Que votre problème, c'est l'Allemagne. En fait, vous le dites vous-même. J'allais y venir. Vous dites, ça fait 25% de baisse de l'euro depuis 4 ans. Ça n'a absolument pas contribué à améliorer notre commerce extérieur. C'est pour ça que votre vrai problème, en fait, c'est la parité entre la France et l'Allemagne. Absolument, exactement. Vous avez tout anticipé. Donc le deuxième volet, c'était maintenant il reste la zone euro. Qu'est-ce qu'on fait ? On veut, comme le Royaume-Uni, je vous l'ai dit, avoir notre nouveau franc français au niveau de la France, qui aurait cours légal, et au niveau international, à l'échelon des entreprises et des États et des transferts pour le commerce international. Nous voulons garder un euro monnaie commune, comme il y avait d'ailleurs avant 1999. Je vous rappelle, c'était le système monétaire européen avec en quelque sorte l'écu.
Là-dessus, nous étions d'accord. Ce qui permettra aux multinationales et aux États de pouvoir échanger et de conserver et de rassurer aussi les marchés financiers. Parce que moi, je l'ai testé avec mes correspondants internationaux sur les marchés. C'est quelque chose qui est de nature à rassurer les marchés financiers qui, effectivement, possèdent une partie de notre dette, sachant que tout est lié. L'euro, la dette, le système bancaire dont on parlait juste avant, c'est cette trilogie, si vous voulez, qui fait que tout se tient et qu'il ne faut pas affoler, bien entendu, d'abord les citoyens. Vous ne répondez pas à Christian Chavagneux, là. Si, en fait, donc ce qu'il faudrait, c'est sortir de ce verrou. Le franc va s'apprécier, donc on va pas gagner en compétitivité. C'est un problème ou pas? Mais il va s'apprécier par rapport à certains pays du Sud, mais il va se déprécier par rapport aux pays du Nord, donc l'Allemagne, les Pays-Bas, le Benelux, etc. Ça suffit pour nous remettre dans les clous extérieurs. Absolument. Il y a une autre étude, vous avez cité cette étude de cette semaine, mais il y a une autre étude du FMI qui est sortie l'été dernier, qui dit que le franc, l'euro franc est surévalué de 15% et que le Deutschmark est sous-évalué de 6%. Non, c'est l'inverse, pardon. Autant pour moi. Donc, si vous voulez, ce que l'on veut, c'est rééquilibrer les cours entre justement l'Allemagne, parce que on est aujourd'hui sous le joug de la germanisation de l'économie européenne et que nous voulons faire sauter ce verrou de la parité de change entre l'Allemagne notamment et la France. C'est le seul moyen. Et il ne s'agira pas de faire une dévaluation, mais une simple dépréciation qui se fera naturellement avec un change fixe et ajustable dans un système monétaire que nous proposons dans le cadre du mécanisme de change européen 2, qui est utilisé à l'heure actuelle par le Danemark, qui n'a pas voulu rentrer dans la zone euro, qui est dans le traité, c'est l'article 144 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, et ça fait l'objet également d'un accord en 2006. Donc ce système-là fonctionne, il existe, et nous ne voulons pas claquer la porte. Mais quand on regarde la situation des banques françaises, cette même étude nous dit qu'elles ont plus de dettes que de créances, et qu'avec la partie de la dévaluation du franc, on va accroître les difficultés des banques françaises. Banques françaises dont vous avez déjà dit qu'elles étaient relativement fragiles. Donc on va encore plus dégrader la situation des banques françaises. Non, parce que à ce moment-là, vous avez bien compris, nous aurons récupéré notre politique monétaire et de change française. La Banque de France sera en mesure d'abord de superviser son propre système bancaire français, BNP, Crédit Agricole, Natixis. Vous nationalisez les banques? Non, pas du tout. D'accord. Non. Sauf si elles nous le demandent en cas de crise grave. Je vous rappelle qu'en 2008, la solution ça aurait été potentiellement que l'État prennent des participations au capital des entreprises et des banques, parce que ce sont des entreprises d'abord, et que ça aurait coûté beaucoup moins cher probablement, tous les pays avec beaucoup moins de risques. Tous les pays qui ont leur souveraineté monétaire telle que vous la souhaitez, c'est-à-dire la Banque de France qui fait tourner la planche à billets à la discrétion du gouvernement, ça s'est toujours terminé en catastrophe absolue. Il y a que 2 pays qui font ça au monde aujourd'hui, c'est le Zimbabwe, c'est le Venezuela. C'est pas les pratiques de pays Monsieur le chiffre, développés. La catastrophe, elle est aujourd'hui. Quand vous avez Monsieur Draghi, le président Draghi de la BCE, qui a, vous le savez mieux que quiconque, a généré 1500 milliards d'euros pour sauver le système bancaire, sauver l'euro, monnaie unique, la catastrophe est déjà là. Et vous voyez bien qu'on n'en sort pas, puisque la crise est toujours prégnante. Alors, Sandrine Foulon a une question sur le coût de certaines de vos mesures pour les finances publiques. Oui, parce que alors vous proposez de revenir à la retraite à 60 ans, exactement comme Jean-Luc Mélenchon, qui lui chiffre ce surcoût à une trentaine de milliards d'euros. J'ai pas vu le chiffrage chez vous, mais on voit que vous voulez rendre aux Français 40 milliards de baisse d'impôts, de mesures de pouvoir d'achat, de défiscalisation des heures supplémentaires. Si je calcule bien, on est à peu près à 70 milliards d'euros. De l'autre côté, vous voulez faire 60 milliards d'économies, notamment sur les mauvaises dépenses publiques, sur la Sécu. Alors, est-ce qu'il y a bien un delta de 10 milliards? Et comment vous faites? Est-ce que vous pouvez nous dire précisément les économies que vous faites sur la Sécu, par exemple? Alors, sur la sécurité sociale, déjà, nous allons lutter contre la fraude sociale, tant au niveau des cotisations, qui est assez importante, mais également des prestations, où aujourd'hui il n'y a presque pas de contrôle. Donc on va renforcer, bien entendu, dans l'intérêt de la défense du système de protection sociale. On parlera aussi d'un autre risque qui tout à l'heure, peut-être. Mais si vous voulez, d'abord on va faire des économies là-dessus. Contre la lutte... Et des remboursements? Non? Oui, mais c'est ce que je disais sur les prestations. Voilà. Et puis deuxièmement, il y a également l'aspect fiscal. Ça va de pair. Donc la lutte contre la fraude fiscale, qui est très importante, notamment dans l'impôt société. Il faut savoir que depuis près de 20 ans, c'est 15 à 17 milliards d'euros de manque à gagner fiscal des grandes entreprises qui ne payent pas leurs impôts en France. Ça viendrait bien entendu soutenir les finances publiques de l'État français. Tous les candidats, en gros, qui dépensent beaucoup, qui promettent de dépenser beaucoup, ont tous une martingale qui est de dire on va lutter contre toutes les fraudes. Vous, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros.
Concrètement, voilà, on a l'impression qu'il y a qu'à se baisser pour ramasser l'argent. On a du mal à croire que tous vos prédécesseurs, ils n'ont pas essayé aussi de lutter contre ça. Mais non seulement ils n'ont pas essayé, mais ils en sont responsables, et voire coupables. C'est-à-dire qu'ils ont donné l'ensemble des manettes à la Commission européenne, donc à l'Europe de Bruxelles, et on voit bien qu'on n'a plus aucune marge de manœuvre. Quand Monsieur Sapin vient se féliciter de la baisse des dettes publiques, le déficit public, ce qu'il dit pas, c'est que il a donné toutes les leviers donc à Bruxelles dans tous les domaines, sur la monnaie, sur le budget, sur le système bancaire. Christian Chavagneux sur la fraude fiscale. Oui, vous n'avez pas répondu à la question de Sandrine sur les 10 milliards qui manquent. Et puis je voudrais aller un peu plus loin sur ce que vient de dire Emmanuel. Vous voulez lutter efficacement contre les paradis fiscaux. Vous venez de citer les chiffres d'optimisation fiscale agressive des multinationales. Qu'est-ce que vous faites concrètement de plus que ce que fait le gouvernement pour récupérer de l'argent? Donc il y a deux questions, les 10 milliards et qu'est-ce que vous faites concrètement pour lutter contre les paradis fiscaux de mieux que ce que fait le gouvernement actuellement? Pour lutter contre les paradis fiscaux et surtout les multinationales qui vont réfugier leurs profits dans les paradis fiscaux, on rétablit simplement les frontières nationales, car il ne peut pas y avoir de pays et de nations sans frontières. Et donc notre martingale, notre martingale, c'est les frontières nationales, parce que c'est un moyen de réguler Vous empêchez les sorties de capitaux, les mouvements. Non, pas du tout. On régule, on contrôle, notamment en ayant la supervision du système bancaire français. On demande au niveau de Tracfin effectivement de voir les mouvements de capitaux, de marchandises au niveau. Pardon ? Ils le font déjà. Tracfin, c'est leur travail. Ils le font déjà, mais sauf qu'ils agissent pas derrière. Si vous voulez, ils ne font que surveiller. Nous, on veut réguler. Réguler, ça veut dire surveiller, mais également agir le cas échéant si ça va à l'encontre des intérêts vitaux de la France et des Français. Et donc, mouvement de capitaux, mouvement de marchandises, mouvement de services et mouvement de personnes avec l'immigration. Car comment vous voulez contrôler l'immigration qui nous amène, je vous rappelle quand même, l'insécurité et le terrorisme, parce que votre point de vue, hein. Oui, mais c'est une réalité. Quand vous voyez les infiltrations dans les flux de migrants, de djihadistes... Les organisateurs ont été soutenus par des Français. Pour ça, nous avions... Le contrôle des capitaux, ça veut dire quoi concrètement pour empêcher que Google mette son argent aux Bermudes? Vous faites comment concrètement demain matin pour que l'argent reste chez nous? Alors, il y a le niveau français, donc je vous l'ai dit avec le contrôle aux frontières. Mais je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire le contrôle aux frontières? Les paiements sont dématérialisés. Comment vous faites pour les contrôler? D'un point de vue physique, vous rétablissez des brigades de douaniers aux frontières avec... Dans les ordinateurs, parce que l'argent de Google, il passe dans les ordinateurs. Mais il y a le physique et il y a le numérique. Donc le physique, vous rétablissez des brigades de douaniers. Nous, on veut augmenter jusqu'à 6000 le nombre de douaniers qui travailleront pour l'intérêt de l'économie nationale. Et puis après, il y a le numérique, effectivement, où on va vivre de manière moderne, avec des déclarations qui seront faites par les gens qui veulent faire entrer des marchandises en France. Il y aura un contrôle, physique et virtuel, bien entendu. Et après, au niveau international, vous faites une coopération internationale avec nos partenaires, les autres États membres, pour pouvoir agir de concert contre les multinationales qui justement agissent de manière immorale. On est obligé de s'arrêter là. Vous n'avez toujours pas répondu sur les 10 milliards de Sandrine restent en suspens. Écoutez, tout simplement. En un mot, vraiment, parce qu'il faut qu'on passe à la suite. Le sauvetage de l'euro annuellement depuis 2010, c'est 12 milliards d'euros. Vous voyez, donc on aura même du RAB. Alors, parmi les autres mesures prônées par le Front National, la préférence nationale au niveau économique, ce genre de protectionnisme qui commence à être mis en œuvre de l'autre côté de l'Atlantique. This is the CBS Evening News with Scott Pelley. Even with control of the House, the Senate and the White House, the Republicans today Bonjour Frédéric Carbone. Bonjour Marion. Vous êtes le correspondant de France Inter aux États-Unis. Le nouveau président Donald Trump avait promis des mesures protectionnistes, pas toutes encore appliquées car le gouvernement et les chefs d'entreprise sont divisés sur ce sujet. Écoutez, ce qu'on sent déjà, c'est un vent protectionniste qui commence à souffler et les partenaires des États-Unis s'en sont rendus compte le week-end dernier au G20 Finance où pour la première fois Washington a bloqué toute dénonciation justement du protectionnisme. La seule mesure pour le moment, c'est la mise en cause des accords commerciaux multilatéraux. Le traité transpacifique rayé d'un trait de plume et celui avec l'Europe enterré. Angela Merkel s'en est rendu compte en venant récemment ici. Après, sur les mesures concrètes de guerre commerciale, la fameuse surtaxe notamment de 35% de produits fabriqués au Mexique ou en Chine et vendus aux États-Unis, il y a débat au sein de l'administration Trump, les conseillers plutôt radicaux et les ministres plus modérés avec
beaucoup de chefs d'entreprise qui expliquent que souvent, ils ont besoin de ces produits moins chers et utilisés dans des usines américaines pour des emplois américains. Et ce protectionnisme a-t-il déjà un effet sur l'économie ? Marine Le Pen en France parle de dizaines de milliers d'emplois créés et de relocalisation d'usines, c'est le cas ? Alors, le seul effet concret, non pas des mesures pas encore prises, vous l'avez compris, mais du téléphone et de la capacité de conviction de Donald Trump, ce sont 2 entreprises qui ont renoncé à des délocalisations prévues au Mexique. Le cas le plus emblématique étant Ford, qui a préféré agrandir un site dans le Michigan, quelques milliers d'emplois dans les années qui viennent. Et s'il y a, c'est vrai, un climat économique plutôt positif en ce moment, si Amazon, General Motors et beaucoup d'autres promettent des créations d'emplois, c'est avant tout en raison de la promesse d'un impôt sur les sociétés minimales autour de 15% plutôt que d'hypothétiques taxes douanières et mesures protectionnistes. En fait, en matière commerciale, les États-Unis veulent des négociations bilatérales en position de force. Ils le font déjà avec le Japon et d'autres pays de la zone Pacifique. Ils le feront avec la Grande-Bretagne dès que le Brexit sera effectif. Et c'est pour cela que Donald Trump espère un délitement de l'Union européenne. Il a un très mauvais souvenir en tant que patron des négociations avec Bruxelles. Frédéric Carbone, correspondant de France Inter à Washington, sur le protectionnisme et ses conséquences. Question d'Emmanuel de Chypre. Oui. Est-ce que vous n'avez pas une vision qui est un peu dépassée de la façon dont fonctionne aujourd'hui l'économie internationale? Parce que il y a la dévaluation de l'euro. L'autre volet de votre politique de compétitivité, c'est le protectionnisme. Or, on voit qu'aujourd'hui, les 25 produits les plus achetés par les Français ne sont quasiment plus fabriqués en France. Donc si vous avez une monnaie plus faible et des barrières protectionnistes, c'est le consommateur qui va tout supporter dans une perte assez importante de pouvoir d'achat. Et puis, ce que disait aussi Frédéric Carbone sur les États-Unis, c'est que aujourd'hui, dans les produits fabriqués par les entreprises françaises, donc dans ce qu'on appelle le Made in France, vous avez 40% de composants qui viennent de l'étranger. Donc, est-ce que vous ne renchérissez pas... Oh là, je vais pas y arriver. Est-ce que vous n'augmentez pas le coût d'approvisionnement pour les entreprises, et donc vous perdez d'un côté ce que vous gagnez de l'autre, finalement? Alors c'est bien pour ça que on veut bien entendu jouer sur la politique de change et éventuellement déprécier naturellement par les marchés comme mais là, le consommateur il prend cher. Environ 6% pour justement être plus compétitif au niveau de la France et pour permettre aux entreprises exportatrices d'exporter plus. Bien entendu, il va y avoir un petit renchérissement, mais après il y a une priorité des objectifs. Nous, on veut rendre de l'emploi aux Français. Le niveau des chômeurs du pouvoir d'achat, voilà. Entre le pouvoir d'achat et l'emploi, vous choisissez l'emploi, c'est ça que vous dites? Voilà, on favorise l'emploi français, l'emploi marchand et non pas l'emploi aidé comme on fait Sarkozy, Hollande depuis 10 et 15 ans. Donc si vous voulez, pour ça, il faut réindustrialiser la France. Alors, je suis d'accord avec vous, Monsieur Le Chypre, où il y a une segmentation de la chaîne de valeur. Bien entendu, c'est pour ça qu'on fait du protectionnisme intelligent, c'est-à-dire qu'on va viser les produits qui ne seront pas fabriqués en France. Vous n'allez pas taxer grand-chose alors finalement. Si, quelque part. Et puis il y a un deuxième élément qui est social, c'est aussi qu'on veut financer quelque part la prime de pouvoir d'achat des Français, parce qu'on joue également sur la demande intérieure des Français pour pouvoir qu'ils puissent consommer plus. Donc vous voyez qu'il y a un double effet de protection de l'extérieur, des risques extérieurs, et au niveau interne, donc relancer la demande intérieure, notamment par une prime au bas salaire, jusqu'à 1500 euros par mois des bas salaires. Besoin, parce que si le nouveau franc baisse de 20%, comme c'est environ 15 à 19 milliards d'euros par an. C'est 60 milliards d'euros en moins dans le pouvoir d'achat. Non, pas tant. Non, on chiffre pas ça à temps. Mais on le compense, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on le compense par des mauvaises dépenses publiques qui seront réinjectées là aussi dans l'économie nationale. Sans compter les éventuelles mesures de rétorsion qui peuvent peser sur les consommateurs. Mais non, il n'y aura pas de rétorsion. Parce que la France est contrairement à ce que disent tous les candidats, la France n'est pas petite. La France est une grande nation, une grande puissance économique. Je crois que personne n'a dit qu'elle était petite. Si, moi je l'entends de toutes parts, y compris des politiques. Moi je pense que la France est une grande nation, mais qui a été dirigée depuis une trentaine d'années par des nains. Et si vous voulez, il faut inverser ce processus-là. Et quelque part, il faut rendre l'indépendance à la France. Sandrine Foulon, vous avez une question sur le chapitre plus social. Oui, sur la taxe additionnelle sur l'emploi étranger. On a entendu François Philippot parler de 10% du salaire brut, y compris sur les ressortissants de l'Union européenne. Vous espérez en retirer 2 milliards. Alors déjà, comment vous calculez ça ?
Bien, écoutez, on a pris ça sur le nombre de salariés en France. Et puis, c'est vrai qu'il est difficile, je vous l'accorde, puisqu'il n'y a pas de statistiques sur l'immigration en France depuis longue date, et que c'est un petit peu au doigt mouillé. Mais 2 milliards d'euros, c'est surtout l'idée, si vous voulez, c'est de créer une distorsion entre les Français et les étrangers. Elle existe déjà. Oui, elle existe déjà, donc on va l'augmenter, mais de manière significative, et ça permettra également de financer les régimes sociaux, puisque ça va aller alimenter l'assurance chômage des Français. Alors, à compétence égale, l'idée c'est qu'à compétence égale, on va favoriser des Français. Si les employeurs veulent prendre des étrangers, eh bien, ils devront le payer plus cher. C'est-à-dire qu'on compense la distorsion et la concurrence déloyale faite notamment par la directive sur les travailleurs détachés. Oui, mais alors l'immigration est de plus en plus qualifiée. Ça a explosé en 20 ans. Donc, comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire aux entreprises? Ah, si, il y a des études. Moi, j'en suis pas sûr. Écoutez, expliquez-moi pourquoi baisse. La mairie de Berlin propose aux migrants qui sont arrivés depuis 2015 des contrats de travail à 1 euro de l'heure. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous appelez ça de la qualification professionnelle? Je pense pas. Non, mais on parle pas du marché du travail allemand, on parle du marché du travail français. On parle d'entreprises qui ont besoin de gens qualifiés. J'entends bien, mais je vous rappelle que nous sommes dans la zone euro, que nous sommes dans une union soi-disant intégrée, et que ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne ou en Grèce ou ailleurs, se passe également en France, ou va se passer. Oui, mais alors nous, on détache 200 000 Français dans l'Union européenne. Vous prenez pas des mesures de rétorsion? Ça s'appelle l'expatriation. Non, mais vous pensez pas que si on demande une taxe additionnelle de 10%, y compris sur les ressortissants étrangers, les autres pays vont nous laisser faire? Pourquoi pas? Je sais pas. Nous verrons les résultats. Mais ce qu'il faut privilégier, c'est qu'il faut remettre au moins 1 million et demi de Français au travail, au moins ceux qu'ont perdu Sarkozy et Hollande depuis déjà une bonne dizaine d'années. Pour continuer sur le sujet de Sandrine, c'est que le diplôme moyen de l'immigré africain qui arrive en France aujourd'hui est supérieur au diplôme moyen du Français qui travaille. Pourquoi voulez-vous priver les entreprises françaises de ces qualifications? Pourquoi voulez-vous priver ces gens qui veulent venir apporter leurs qualifications chez nous? Pourquoi voulez-vous les taxer? Écoutez, il faut travailler sur la formation professionnelle. Il n'y a qu'à qualifier les Français qui le sont moins. Mais il n'y a qu'à, en attendant, comment on fait? Nous, on a un curseur, c'est qu'on fait passer les Français avant les autres. Oui, ça, voilà. On l'a bien compris. On l'a bien compris, c'est la priorité nationale. Donc, c'est notre devoir de futurs dirigeants de la France. Et donc, voilà, c'est tout simplement un choix politique. Sachant qu'il n'y a pas de lien entre le chômage et l'immigration. Emmanuel Le Chypre. Bien sûr. Bah non, même Marine Le Pen n'ose plus le dire. De 3 millions de chômeurs, 3 millions d'immigrés, monsieur Le Chypre, qu'est-ce que nous a expliqué M. Moscovici en 2015 sur les plans migratoires donc dans toute l'Union européenne et en zone euro, en disant qu'ils avaient besoin de l'immigration pour augmenter la croissance économique de la zone euro et de chaque pays de parce que quand vous avez plus de bras, c'est aussi plus de bouches et c'est aussi plus de renseignements. Il y a un lien direct. Il y a un lien direct au contraire. Madame Lagarde nous l'a expliqué, M. Moscovici. On a en moyenne 2 fois moins. Emmanuel Le Chypre, Bernard Monod. On accueille en moyenne 2 fois moins d'immigrés que les pays de l'OCDE. La France est un des pays qui accueille le moins d'immigrés. Légaux. Bien sûr, légaux. Vous connaissez les chiffres de personne les connaît. Illégal. Bon, on parle du légal. Donc, l'illégal, il est partout pareil. Quand on regarde autour de nous, partout en France, on s'appelle qu'il y a quand même beaucoup d'immigration. N'oubliez pas que les illégaux, ils veulent surtout aller à Londres. 9% de la population en France, c'est 13% en Allemagne. Et pour terminer, on a 2 fois moins d'immigrés en proportion, et on a 2 fois plus de chômeurs. Donc le problème du chômage. Et vous parlez de quelle année? Vous parlez de 2015-2016? Mais prenez la moyenne des 5 dernières années. On a migratoire prenez l'OCDE, permanent. 2 fois moins d'immigrés en moyenne par rapport à la population, 2 fois plus de chômeurs. Voilà, ça montre bien que le problème du chômage français, c'est pas l'immigration. Même Marine Le Pen ne veut plus utiliser cette expression 3 millions d'immigrés, 3 millions de chômeurs. Oui, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que... quand même un peu. Non, mais attendez, le système a reconnu qu'il y avait besoin d'immigration pour soutenir la croissance économique. Vous voulez m'expliquer qu'il n'y a pas de lien? Vous avez je le répète, monsieur Moscovici, madame Lagarde, directrice générale du FMI, le numéro 2 de la BCE, monsieur Constanzio, en 2015, ont tous avoué qu'ils avaient besoin de flux migratoires pour soutenir la croissance économique de la zone euro et, bien entendu, de la France. Mais c'est des gens qui consomment et qui payent des impôts. Donc, il y a bien un lien de cause à effet. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui l'ont avoué. Qui est l'inverse de ce que nous disions depuis plus de 30 ans, et c'est eux qui l'ont avoué en 2015. Mais c'est l'inverse de ce que vous dites. Mais ça veut dire qu'on peut l'absorber si on en a besoin pour la croissance. On peut l'absorber, sauf que c'est au détriment des nationaux. Parce que quand vous avez... Il n'y a pas de taux de substitution. Mais, mesdames et messieurs, quand vous avez 6,5 millions de chômeurs français,
Est-ce que vous avez besoin de faire entrer des flux migratoires pour venir faire le travail des Français? Oui, parce que d'abord, il n'y a pas 6,5 millions. D'abord, il y a que 6,5 millions de chômeurs réels, madame. Inscrits à Pôle emploi. Il y a des personnes qui sont en activité, il y en a qui sont en formation, il y en a qui sont en emploi aidé. Il y a 3,5 millions de gens qui n'ont pas d'activité. Il y a 6,5 millions de chômeurs réels en France aujourd'hui. Quel besoin a-t-on de faire rentrer des flux supplémentaires de travailleurs? Des personnes immigrées vont créer de l'activité en consommant. Qui ne travaillent pas avec le regroupement familial, qui pèsent sur la communauté nationale, sur le système de protection sociale, qui fait qu'aujourd'hui... Non, ils ne pèsent pas sur le système de protection sociale. En tout cas, pas aujourd'hui. Les allocations, les subventions, etc. Ils en bénéficient tous. La politique migratoire, c'est moins de 1,5% du budget français. Eh bien, on pourrait le consacrer à autre chose. 1,5%, c'est beaucoup de milliards. Bon, il est 9h46 sur France Inter. Je crois qu'on a bien compris votre point de vue, Monsieur Monod. Chers débatteurs, merci à vous. Sandrine Foulon, vous restez avec nous pour la chronique Vie au boulot tout à l'heure. Mais d'abord, rendez-vous dans un territoire bientôt doté d'un revenu universel. C'est la Gironde, figurez-vous. Et à ce propos, une dernière question pour vous, Bernard Monod. Alors écoutez bien. Alors là, on est sur le site du département de la Gironde. Nous sommes sur le simulateur de financement pour le revenu de base. Alors attendez, on va tester, voilà. Alors moi, je fixe un revenu de base à 800 €. Je le donne aux 18-24 ans, aux adultes et aux retraités. Bilan de la simulation, votre proposition n'est pas encore équilibrée et présente un excédent de 514 milliards d'euros. Ah oui, effectivement, on est sur des gros chiffres, ouais, tout à fait. Le revenu de base, c'est une proposition notamment de Benoît Hamon, le candidat socialiste à la présidentielle. Dans certaines versions, il s'agit de simplifier les prestations sociales. Alors vous, le FN, vous réclamez toujours la simplification administrative. Est-ce que vous n'y adhérez pas finalement à ce revenu universel ? En quelque sorte, c'est un super RSA qui nous propose aujourd'hui. Il y a 3 mois, pendant la primaire, il nous proposait le revenu universel. Aujourd'hui, il n'a plus rien d'universel puisque c'était pour tous et pour toujours. Je parle plutôt du principe du revenu universel. Plutôt que la proposition on est pour les allocations sociales pour les Français, pour venir en aide pour ceux qui sont en difficulté. Mais d'abord, nous, comme vous l'avez compris, nous voulons rendre l'emploi aux Français. Et pour ça, il y a des choix à faire. On y revient. Mais le FN qui crée une prime pouvoir d'achat de 80 € par mois pour les salariés et les retraités, est-ce que c'est pas une forme de revenu universel ? Non, parce que c'est destiné effectivement aux salariés et aux retraités, mais effectivement pas destiné aux jeunes. Donc là, il pourrait y avoir des allocations, le RSA amélioré pour les jeunes qui n'ont pas encore d'emploi. Hélas, puisqu'on leur a volé le marché du travail. Je rappelle que donc vous voulez faire ça et également revaloriser les prestations sociales, et donc on ne saura toujours pas où vous trouvez les 10 milliards manquants dont parlait Sandrine. Mais si, je vous l'ai expliqué, en supprimant la facture de sauvetage de l'euro-monnaie unique. Bernard Monod, conseiller éco du Front National, merci d'être venu sur France Inter. La suite, donc, avec ce reportage sur le revenu universel. L'expérience démarre en Gironde avec une grande consultation citoyenne en début d'année. Chefs d'entreprise, travailleurs sociaux, mais pas seulement, tous ont réfléchi à la question et remis un rapport au département. Et l'objectif, c'est de lancer une expérimentation, comme c'est déjà le cas en Finlande. Le revenu universel en action, ça pourrait donner quoi ? Réponse dans ce reportage d'Anna Le Cerf. Alors, je suis Philippe Faure, je suis artiste plasticien dans le numérique. C'est une personne du spectacle, responsable du spectacle sur Bordeaux, qui m'a demandé de participer au thème du revenu universel avec le département. Donc, quand je suis arrivé le matin, on s'est tous présentés et là, ça commençait déjà à mettre une certaine ambiance parce que je crois que la première personne qui s'est présentée a commencé à pleurer parce qu'elle exprimait déjà un malaise. C'est une personne qui est des bénéficiaires du RSA. On était entouré d'un médiateur, voilà. Donc on a eu un petit peu la genèse du revenu. On a travaillé que sur des questions. Qu'est-ce que le revenu universel ? Comment le voyez-vous ? Comment on pourrait le définir ? Comment on pourrait l'anticiper ? Comment on pourrait l'améliorer ? C'était comme si on était dans une réunion d'entreprise, quoi. Est-ce que vous êtes arrivé à un point d'accord sur un montant, une manière de faire ? Si on veut vraiment faire quelque chose de sérieux, autant attaquer sur une somme sérieuse. Donc on a proposé 1 000 € qui pourraient être donc effectivement donnés à chaque individu, à chaque Français, juste à partir de l'âge de 18 ans. Et au niveau des financements, est-ce que vous les avez intégrés dans votre rapport ? Alors oui, effectivement, on a donné des pistes, mais on est aussi conscient qu'on n'est pas du tout des économistes, quoi. Donc on a trouvé alors j'aime pas le mot, effectivement, on va traumatiser des gens en disant ça, taxe, j'aime pas le mot. Mais effectivement, taxe sur le patrimoine, taxe Tobin, taxe sur le carbone, taxe sur l'évasion fiscale. Enfin, je sais pas, c'est comme faire décoller un avion, hein. Il y a plein de boutons à tourner, hein. Maison départementale de la solidarité et de l'insertion, bonjour. Je suis Frédéric Montfort, je suis responsable d'une circonscription d'action sociale. Alors pour
raconter les choses un peu rapidement, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, nous les travailleurs sociaux, tout de suite, les gens qui sont plus défavorisés, les gens qui vivent avec les minima sociaux, si du jour au lendemain on leur dit maintenant on va vous donner une somme et ce sera votre revenu, et en échange de ça on vous demande plus rien, et du coup est-ce que derrière il n'y a pas aussi, on vous demandera plus rien du tout, mais vous aussi ne demandez plus rien, quoi. Donc c'était ça notre première inquiétude. Donc c'est vraiment notre cheval de bataille, ça a été celui-là. Pour les familles avec lesquelles vous travaillez, est-ce que vous avez le sentiment que ça serait simplifier les choses, cette histoire de revenu universel? Si les gens n'avaient plus à se poser la question au quotidien de leur survie, s'ils avaient les moyens d'avoir toujours un toit sur la tête, de quoi se nourrir, de quoi se soigner, et même, allez, soyons fous, un peu de quoi aussi profiter de la société, de ce qu'elle offre, les moyens de consommation, on est complètement sur le champ du possible, c'est-à-dire qu'on peut tout envisager. Après, moi, je vous dis, la question de la seule précarité financière, elle ne réglera pas les difficultés qu'on a aujourd'hui, la nécessité qu'il y a d'accompagner certaines familles sur le champ de l'appui à la parentalité, sur le domaine éducatif, et donc automatiquement, si on était libéré de la question de la précarité, de l'urgence alimentaire, on aurait, nous, toute latitude à travailler ça. Siège du conseil départemental de la Gironde, les membres du groupe citoyen se retrouvent pour assister au débat des élus. Cet après-midi, une séance plénière extraordinaire est convoquée. À l'ordre du jour, la motion qui permettra d'expérimenter le revenu de base dans le département. La question mérite d'être posée, mais Monsieur le Président, je pense que vous la posez au mauvais moment. La séance dure beaucoup plus longtemps que prévu, 4 heures en tout. Il a fallu donc rappeler le lendemain Jean-Luc Glaise, le président PS du département, pour faire le point. Je n'ai pas de certitude sur le revenu de base. Et en tout cas, je ne suis pas capable de dire aujourd'hui, tant que nous ne l'avons pas testé, s'il a plus de qualité qu'il n'a de défaut. Or, le jury citoyen a bien restitué ces questionnements-là, avec des questionnements par exemple sur... Est-ce qu'on ne va pas tendre à isoler les personnes en précarité en leur versant un revenu de base qui finalement ne les oblige pas comme aujourd'hui à solliciter des aides, donc du coup à rencontrer des personnels sociaux en envisageant le positif et le négatif. Quelles sont les étapes suivantes ? Après, il faudra de toute façon sauter post-présidentielle et post-législative pour voir si les conditions nous sont offertes ou pas. Direction la Finlande. Le pays expérimente une sorte de revenu universel depuis janvier. 2000 demandeurs d'emploi âgés de 25 à 58 ans ont été tirés au sort pour percevoir 560 € par mois à la place de leur allocation chômage. Joona Järvinen est l'un des bénéficiaires. L'année dernière, je touchais 640 €, mais quand je lancerai ma nouvelle entreprise, je n'en toucherai plus que 560. Mais la chose bien, c'est qu'il n'y a aucune bureaucratie. Est-ce que vous trouvez que 560 € par mois, c'est suffisant ou non ? Oui, vous soulevez l'un des problèmes, l'un des gros problèmes. Je dirais que pour être suffisant, il faudrait que ce soit autour de 1 000 € par mois, parce qu'avec 560 €, c'est impossible de survivre en ville. Mais nous avons fait un bon premier pas pour le futur. Maintenant que vous touchez ces 560 € par mois à la place de votre allocation chômage, qu'est-ce que vous comptez faire de votre temps libre et puis de cet argent ? Eh bien, je vais enregistrer ma nouvelle entreprise parce que maintenant, avec le revenu, je peux le faire. Bonjour. Guillaume Allègre, économiste à l'OFCE. L'OFCE, c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques. Ça va être très dur d'expérimenter le revenu universel parce que le revenu universel, comme son nom l'indique, il doit être universel. Donc, une expérimentation probablement va concerner très peu de personnes et donc on aura une mauvaise idée, je pense, du fonctionnement d'un revenu universel en l'expérimentant. Je dirais qu'il y a 3 philosophies différentes. La première philosophie, c'est une philosophie libérale et qui propose de remplacer le système de protection sociale actuel par un revenu universel. Ça, c'est une philosophie qui est dangereuse. Même si on supprime l'assurance maladie, les assurances retraite, il y aura des assurances maladie privées, des assurances retraite privées, et on sait que quand c'est privé, ça coûte plus cher que quand c'est public. La deuxième philosophie, c'est gérer la fin du travail. Moi, je pense que, en fait, ça serait un mauvais remède pour la raréfaction de l'emploi. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les emplois se raréfient au milieu de l'échelle des salaires. C'est des emplois qui, aujourd'hui, sont à 1 600 à 2 000 € net. Les remplacer par un revenu universel de 600 €, ça va pas le faire. Troisième philosophie, c'est une réforme sociale et fiscale. L'idée, c'est de remplacer les minima sociaux actuels. Donc ça, c'est, je pense, plus intéressant
Le problème, c'est que ce type de prestation, comme elle est individualisée et automatique, elle est relativement coûteuse. Pour vous, qu'est-ce que ça indique le fait qu'on commence à parler de ce revenu universel, ce revenu de base ? Ça veut dire qu'on réfléchit à la façon dont on organise notre société, et notamment le rapport au travail, le rapport aux prestations sociales, la question des inégalités, de la pauvreté, et c'est intéressant que toutes ces questions soient au cœur du débat présidentiel. Le revenu universel en application, c'était le reportage d'Anna Le Cerf. Tous les samedis, à partir de 9h, on n'arrête pas l'écho. Marion Lourd. Ma vie au boulot, Sandrine Foulon. Les bons conseils de Sandrine Foulon. Sandrine, Christophe travaille dans une entreprise de la métallurgie. Faute d'activité, il n'a pas pu réaliser toutes les heures demandées. Doit-il travailler plus l'année suivante ? Christophe, votre entreprise a choisi de pratiquer l'annualisation du temps de travail. Pour beaucoup d'activités saisonnières, comme la fabrication de chocolat ou de ski, il est parfois plus malin pour l'entreprise de s'organiser selon des périodes de basse et de haute activité. Avant les fêtes, un salarié peut travailler 44 heures par semaine, jusqu'à 48 heures même. En revanche, pendant les périodes creuses, il aura des horaires allégés. Le passage aux 35 heures, qui est souvent très critiqué, a permis cette modulation. C'est avantageux pour l'entreprise. Elle n'a plus à payer les heures supplémentaires puisque le temps de travail est lissé sur l'année. Le problème, Christophe, se pose effectivement lorsqu'il n'y a pas assez de travail. Si les carnets de commandes sont vides pendant la période haute, vous ne pouvez donc pas travailler autant que prévu. Mais vous n'êtes pas débiteur de ces heures non travaillées. Elles ne peuvent pas être reportées sur l'année suivante. L'employeur a l'obligation de vous fournir du travail. À temps plein, vous avez 1607 heures à effectuer dans l'année. Ce n'est pas votre faute si l'activité est en berne. D'autant, rappelle le professeur de droit Alexandre Fabre, que les employeurs peuvent recourir au chômage partiel. La procédure a été largement simplifiée, explique ce spécialiste du temps de travail. Et à l'inverse, que se passe-t-il, Sandrine, si des salariés comme Christophe ont trop travaillé ? Dans ce cas-là, l'employeur doit régler des heures supplémentaires. Pour les cadres et les salariés autonomes qui sont tenus d'effectuer un nombre fixe de jours dans l'année, les jours trop travaillés ne sont pas perdus non plus. L'année suivante, ils sont placés sur un compte épargne-temps, si ça existe, ou sur un compteur virtuel. En tout cas, les heures effectuées en plus ne sont jamais effacées. Alors vous le savez, Christophe, la loi travail autorise désormais les branches professionnelles à négocier une tri-annualisation du temps de travail. C'est-à-dire que la modulation peut être organisée sur 3 ans. La métallurgie va expérimenter cette modalité. Une majorité de syndicats a signé l'accord. Un projet de tri-annualisation vient d'être rejeté chez Dassault Aviation. L'avionneur voulait rémunérer ses salariés sur la base de 37 heures pendant 3 ans, avec des périodes basses de 32 heures et hautes de 40 à 42 heures, avec des primes. Dassault a agité la menace de licenciement. La CFDT et la CGT ont dit non. En cas de coup dur, le recours au chômage partiel est toujours possible. Et pour l'heure, il y a encore quelques rafales à fabriquer. Vos questions à Sandrine Foulon sur franceinter.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle spéciale présidentielle.